va passer au candidat suivant. Alors, on va voilà. C'est Antoine Tardieu qui va nous présenter une étude métabolomique de la tolérance de l'utérus de Broglie à l'ischémie froide prolongée dans un contexte d'autotransplantation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Tardieu, je suis directeur de gynécologie obstétrique au CHU de Limoges et je vais donc vous présenter mon projet de Master 2 qui portait sur l'étude métabolomique de la tolérance de l'utérus de Broglie à l'ischémie froide prolongée dans un contexte d'autotransplantation. Pour commencer, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la transplantation utérine est la seule possibilité pour les 1,5 million de patientes atteintes d'infertilité d'origine utérine d'être à la fois mère génétique, porteuse et légale de leur enfant. Une des grandes problématiques de la transplantation utérine est le choix du type de donneuse. En effet, les risques chirurgicaux potentiels pour la donneuse font dire à certains auteurs que le don vivant d'utérus est une problématique éthique, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un organe non vital. Le développement des transplantations utérines à partir de donneuses décédées permet de s'affranchir de ces risques chirurgicaux pour la donneuse, mais impose de connaître la tolérance de l'utérus à l'ischémie froide prolongée. Dans le but de développer cette transplantation utérine à partir de donneuses décédées, nous pensons qu'il pourrait être utile de disposer de paramètres biologiques traduisant l'éventuelle souffrance subie par l'utérus entre son prélèvement et la transplantation. Pour cela, nous avons utilisé la métabolomique. La métabolomique correspond à l'étude des molécules de petits poids moléculaires qu'on appelle des métabolites, et l'ensemble des métabolites d'un échantillon formant ce qu'on appelle le métabolome. Comme vous pouvez le voir, le métabolome, c'est le dernier maillon entre le génome et le phénotype. De ce fait, le métabolome est le meilleur reflet de l'état d'un milieu à un instant donné, dans une situation donnée, dans notre cas, une situation de stress organique induite par l'ischémie froide. En métabolomique, on pourra réaliser deux types d'analyses. Ce qu'on appelle le profilage métabolique, qui consiste en une description à la fois qualitative et quantitative de l'ensemble des métabolites présents dans un échantillon à un instant donné, et le ciblage métabolique, qui consiste à aller analyser plus particulièrement un ou plusieurs métabolites présents dans cet échantillon. La métabolomique a déjà été utilisée en transplantation d'organes, mais jamais en transplantation utérine. L'objectif principal de notre étude était d'étudier les conséquences métaboliques d'une ischémie froide appliquée pendant 1 heure ou 24 heures sur l'utérus de Broglie. Pour cela, nous avons analysé le liquide de conservation des utérus par une double approche à la fois de profilage métabolique et de ciblage métabolique pour tenter de mettre en évidence des biomarqueurs témoignant de la souffrance de l'organe pendant la conservation et pour contribuer à renseigner sur les voies métaboliques impactées. L'objectif secondaire consistait en une étude de la tolérance de l'utérus de Broglie à l'ischémie froide prolongée sur le plan à la fois anatomique et fonctionnel après transplantation utérine. Pour cela, nous avons réalisé 18 autotransplantations utérines chez des brebis. Pour des raisons de facilité chirurgicale, comme l'utérus de Broglie est bicorne, nous avons décidé d'explanter et de transplanter uniquement la corne utérine droite et l'ovaire droit. Une fois l'explantation réalisée, nous avons réalisé un lavage de l'organe par du Celsior, donc un liquide de conservation, cela marquant le début de la période d'ischémie froide. Les organes, les utérus étaient ensuite conservés dans un bain de Celsior à 4 degrés, soit pendant 1 heure, soit pendant 24 heures. À la fin de la période d'ischémie froide, nous avons donc réalisé des autotransplantations avec anastomose latéroterminale des vaisseaux utérins sur les vaisseaux iliaques externes. Enfin, entre J10 et J15, il a été réalisé une laparotomie exploratrice pour évaluer la viabilité de l'utérus à distance de la transplantation. Concernant les prélèvements de Celsior et les analyses, il a été réalisé un premier prélèvement de liquide de conservation à T0 à la fin du lavage utérin, et ensuite il a été réalisé à nouveau des prélèvements de liquide de conservation à la fin de la période d'ischémie froide, donc soit à T1 heure, soit à T24 heures, et à ce moment-là il a été réalisé deux types de prélèvements, des prélèvements de Celsior directement dans le bain de conservation, et des prélèvements de Celsior après réalisation de nouveaux lavages utérin. Les analyses de profilage métabolique étaient réalisées sur les échantillons de Celsior prélevés à T0 et à la fin de la période d'ischémie froide sur les échantillons de Celsior prélevés dans le bain, alors que les analyses de ciblage métabolique avaient été réalisées sur les échantillons de Celsior à T0 et à la fin de la période d'ischémie froide, à la fois dans le bain de Celsior et après le rinçage du terrain. Concernant le ciblage métabolique, nous sommes intéressés aux effets d'ischémie froide sur le métabolisme des acides aminés, du glutathion isoprostane, de la libération d'enzymes telles que la creatinkinase et les LDH, et sur le lactate et le pyruvate. Concernant le profilage métabolique, nous avons mis en évidence une différence significative des profils métaboliques entre T0 et T1 heure, avec dans ce cas-là la présence de 8 métabolites discriminants, donc permettant de discriminer les deux profils. Entre T0 et T24 heures, les résultats étaient non significatifs, probablement dû à un manque de puissance de notre étude.
Enfin, il a été mis en évidence une différence significative des profils métaboliques entre T1 heure et T24 heures, avec dans ce cas-là la présence de 7 métabolites discriminants. Concernant le ciblage métabolique, au niveau des acides aminés, nous avons mis en évidence une augmentation significative du taux de glycine entre T0 et T24 et entre T1 et T24. Pour l'alaline et la valine, les résultats étaient non significatifs. Concernant les marqueurs du stress oxydant, nous avons mis en évidence une augmentation du ratio glutathion oxydé sur glutathion réduit entre T1 et T24. Pour les isoprostanes, les résultats étaient non significatifs, mais il semble exister une augmentation du taux d'isoprostane au cours de la période d'ischémie froide. Concernant les marqueurs de lyse musculaire, nous avons mis en évidence une augmentation significative du taux de créatine kinase entre T0 et T24 et entre T1 et T24. Concernant la LDH, les résultats étaient là aussi non significatifs. Enfin, concernant le lactate et le pyruvate, nous avons mis en évidence une augmentation significative du taux de lactate entre T1 et T24 et du ratio lactate sur pyruvate entre T0 et T24 et entre T1 et T24. Concernant nos tentatives de transplantation utérine, sur les 18 tentatives de transplantation utérine réalisées, nous en avons réussi 7. Nos causes d'échec, on peut le voir, étaient multiples, mais essentiellement dominées par des problèmes hémorragiques et des problèmes septiques. Sur ces 7 transplantations utérines réussies, 5 brebis ont pu bénéficier d'une laparotomie exploratrice à distance de la transplantation. Dans ce cas-là, nous avons mis en évidence 2 utérus macroscopiquement viables dans le groupe 1 heure d'ischémie froide, un utérus macroscopiquement viable dans le groupe 24 heures d'ischémie froide. En revanche, un utérus était non viable dans le groupe 1 heure d'ischémie froide. Concernant les résultats du profilage métabolique, nous avons donc mis en évidence une variation du métabolome utérin au cours de la période d'ischémie froide. Cela traduit la présence de modifications cellulaires de l'utérus au cours de cette période. Et nous avons montré que l'analyse du profil métabolique dans un échantillon de liquide de conservation permet de discriminer 2 états physiopathologiques utérins différents. Au niveau des ciblages métaboliques, nous avons mis en évidence une augmentation des taux d'acides aminés au cours de la période d'ischémie froide. Cela traduit d'abord la nécessité de production énergétique dans un contexte anaérobie, puisque ces acides aminés proviennent de la dégradation des protéines musculaires en cas d'ischémie pour produire de l'énergie. Et deuxièmement, cela traduit la présence d'une lyse cellulaire, puisque ces acides aminés sont normalement présents en intracellulaire et que nous les avons mis, nous, en évidence dans le liquide de conservation. Cela traduit en particulier une lyse des cellules musculaires, donc du myomètre utérin, et des tissus fibreux de l'utérus, puisque la glycine rentre dans la composition du collagène. L'augmentation du ratio glutathion oxydé sur glutathion réduit et du isoprostane traduit une augmentation du stress oxydatif au cours de cette période d'ischémie froide, le glutathion étant un antioxydant naturellement présent en intracellulaire sous forme réduite, qui va s'oxyder en présence de radicaux libres et donc en présence de stress oxydatif. Concernant l'isoprostane, il a été mis en évidence une relation entre le taux d'isoprostane et l'importance du stress oxydatif. L'augmentation de la créatine kinase et de la LDH traduit une lyse musculaire, donc une lyse du myomètre importante au cours de la période d'ischémie froide, puisqu'il s'agit d'enzymes normalement présents dans les cellules musculaires. Enfin, l'augmentation du lactate et du rapport lactate sur pyruvate traduisent la présence d'une acidose métabolique et du développement de la glycolyse anaérobie. En conclusion, nous pouvons dire que l'ensemble de nos résultats métabolomiques est en faveur d'une souffrance importante de l'utérus après une période d'ischémie froide prolongée de 24 heures, avec augmentation du stress oxydatif, présence d'une lyse du myomètre et des structures fibreuses de l'utérus, le développement d'une acidose métabolique et le développement du métabolisme énergétique anaérobie. Le ciblage métabolique nous a permis de mieux comprendre la physiopathologie utérine au cours de la période d'ischémie froide et a montré que certains paramètres semblent pouvoir servir de marqueurs de souffrance de l'utérus. Enfin, pour moi, le plus important, c'est que nous avons montré que la métabolomique appliquée dans des échantillons de liquide de conservation, c'est-à-dire des échantillons à la fois simples à prélever et surtout non invasifs pour le transplant, permet d'évaluer la souffrance de l'utérus au cours de la période d'ischémie froide. Et nous pouvons tout à fait envisager à l'avenir en pratique clinique de monitorer notre utérus au cours de cette période d'ischémie froide par simple prélèvement de liquide de conservation. La métabolomique deviendrait ainsi un outil d'évaluation de la souffrance utérine au cours de la période d'ischémie froide et pourrait aider à la décision de transplanter ou non un organe. Enfin, nous avons prévu de nouvelles études afin de mettre en relation ces résultats biologiques avec des études de fonctionnalité de l'utérus, c'est-à-dire avec la survenue de grossesse et de naissance après transplantation utérine, afin de faire en sorte que ces marqueurs biologiques deviennent éventuellement des marqueurs prédictifs de la survenue de grossesse et de naissance après transplantation utérine.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a des questions en salle, bien sûr. Vous parlez des donneurs vivants, vous dites que c'est un problème sur le plan éthique, d'accord? C'est pas moi qui le dis, mais ça on comprend bien. Il y a une possibilité qu'on utilise nous pour les greffons rénaux. De temps en temps, il y a certaines pathologies pour lesquelles on fait une néphrectomie d'un rein qui est parfaitement sain. Il y a une maladie qui n'est pas très claire, qui s'appelle le Loin Pain Hematuria Syndrome, qui est un syndrome douloureux sur un rein qui apparaît macroscopiquement sain. Et il nous est arrivé, mais à plusieurs reprises, parce qu'on traite un certain nombre de ces patients, de prendre le rein qui a déjà été auto-transplanté, parce que le traitement de la maladie, c'est l'autotransplantation, de le prendre pour faire une néphrectomie pour calmer les douleurs du patient, et d'utiliser ce résidu opératoire comme un greffon. Et je me pose la question du nombre d'hystérectomies qu'il doit y avoir en France pour des utérus qui sont peut-être pas, qui pourraient être réutilisables, et peut-être dans ce contexte, ça pourrait faire un don vivant, disons, ça réduirait l'ischémie et ça poserait peut-être moins les problèmes d'éthique. Alors, c'est une question effectivement qui a été posée. Alors, il faut savoir que les hystérectomies sur utérus totalement sains, ça se fait quasiment pas. Si on faisait l'hystérectomie, c'est qu'on a, même sur les pathologies bénignes, que ce soit fibrome, adénomiose ou quoi, on sait que c'est des pathologies qui derrière vont entraîner des problèmes de fertilité, donc c'est pas des bons candidats. La question s'était posée, a été posée par une équipe notamment brésilienne, sur l'utilisation d'utérus en cas de changement de sexe. C'est le seul cas quasiment où on a des utérus qui sont parfaitement sains, qui n'ont pas de cicatrice utérine, parce que c'est en général des gens des femmes qui ne sont jamais tombées enceintes, des femmes jeunes. Le souci, c'est que pour réaliser une transplantation utérine, l'hystérectomie n'est pas du tout la même, avec notamment une dissection vasculaire qui est extrêmement importante. C'est ça en fait qui pose problème pour certains auteurs, c'est que l'hystérectomie en vue d'une transplantation utérine, une hystérectomie qui est très complexe. Dans les études publiées, la durée moyenne d'hystérectomie c'est entre 10 et 13 heures, avec des risques chirurgicaux graves qui ont été décrits. Et donc ça ferait déjà une hystérectomie par laparotomie, donc d'un point de vue esthétique c'est pas génial, et ça nécessite vraiment des dissections vasculaires, alors qu'une hystérectomie pour pathologie bénigne, on ne se pose pas la question des vaisseaux, on coupe tout simplement au plus près de l'utérus, et donc c'est ça en fait qui fait dire à certains auteurs que l'hystérectomie, le don vivant, est une problématique éthique, et donc ça a été envisagé, mais c'est pas acceptable d'un point de vue éthique. Oui, bravo pour votre travail. D'abord, c'est vraiment en continuité de ce que vous faites là-bas et c'est bien. Est-ce que vos résultats permettent de penser à une modification du liquide de conservation qui soit plus adapté à l'utérus, par exemple, qu'à d'autres organes? Alors, effectivement, à l'heure actuelle, il n'existe pas de liquide de conservation spécifique de la transplantation utérine, puisqu'on est vraiment dans le tout début. Jusqu'à présent, toutes les équipes qui ont réussi à avoir des grossesses et des naissances après transplantation utérine ont utilisé de l'HTK, mais de manière purement empirique, parce que c'est quelque chose qui était connu, qui fonctionnait, et dans leurs études, ils ont commencé par ça chez l'animal et que ça fonctionnait. Donc, maintenant que quelqu'un a réussi avec l'HTK, tout le monde utilise l'HTK. On peut tout à fait envisager, avec la métabolomique, ça fait partie des projets qu'on a, de faire des comparaisons de liquides de conservation. Grâce à la métabolomique, on peut tout à fait essayer de trouver le liquide de conservation le plus adapté à l'utérus. Comment vous allez poursuivre vos travaux? Vous allez par exemple utiliser une machine à perfusion, quelque chose comme ça, pour essayer de prolonger l'ischémie froide? On n'en est pas encore là à essayer de prolonger l'ischémie froide. On est vraiment dans un travail d'essayer de déterminer une durée pour le moment maximale, chose qu'on ne connaît pas encore. Il faut savoir qu'il y a très peu d'équipes qui travaillent sur l'ischémie froide prolongée en cas de transplantation utérine, parce que la grande majorité des équipes qui travaillent sur la transplantation utérine travaillent avec des doses vivantes, donc pour eux l'ischémie froide n'est pas une problématique. Donc là pour le moment on est encore à essayer on a montré qu'on pouvait utiliser, la métabolomique pouvait s'appliquer déjà dans le liquide de conservation, et on pouvait évaluer la souffrance d'utérus au cours de la période d'ischémie froide. Donc maintenant on va essayer de refaire des études avec on a pris des périodes d'ischémie froide un peu extrêmes, 24 heures, c'était vraiment pour essayer de voir si ça fonctionnait. On va essayer maintenant de faire des étapes intermédiaires, des durées intermédiaires, essayer de voir si après. Le problème c'est qu'on n'a pas notre seul
on va dire, outil d'évaluation de la tolérance de l'utérus à l'utérus, c'est la survenue de grossesse. On n'a pas de marqueur biologique du terrain qui nous dise est-ce que l'utérus est viable ou pas. Il n'y a que la survenue de grossesse qui peut nous dire si l'utérus est viable. Donc là, l'objectif maintenant, c'est d'essayer d'avoir des grossesses avec des étapes, des durées intermédiaires d'ischémie. Sinon, il faut voler l'avion des chirurgiens cardiaques pour du prélèvement. Ouais, c'est ça. Difficile. C'est ça. Peut-être si simplement les constats métabolomiques qui ont été chez les utérus, est-ce qu'il y a des parallèles sur d'autres transplantations d'organes qui ont été faites ou pas du tout? Alors, non, c'est les seules choses sur lesquelles on peut s'appuyer. La métabolomique a beaucoup été utilisée en transplantation rénale, sauf que ça nous paraît compliqué de comparer un rein et un utérus d'un point de vue de structure. En tout cas, l'utérus est essentiellement un gros muscle qui se rapprocherait plus éventuellement du cœur que du rein, donc c'est difficile de faire des parallèles. Alors, on a essayé de les faire, mais c'est difficile de conclure sur ce genre de choses. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.